Bon, donc la partie cadre conceptuel et la partie norme est empruntée fortement au référentiel comptable international IAS, IFRS. Et donc la question se pose, c'est quoi? Que veulent dire ces sigles? Alors, IAS, ça veut dire International Accounting Standard. Toutes les normes qui ont été publiées par l'organisme normalisateur, on va revenir tout à l'heure sur l'origine de cet organisme, toutes les normes publiées par lui entre 1973 et 2001, on les appelle les IAS. Après la crise de 2001, la crise financière de 2001 qui a entraîné la chute, donc d'Enron, courtier en énergie, et Anderson, le grand cabinet d'audit. Donc il y a un changement dans l'appellation. Ce n'est plus IAS, IASC, c'est IFRS. Ça veut dire International Financial Reporting Standard. Normes financières internationales. C'est pour mieux mettre le doigt sur le rapprochement entre la comptabilité et la finance. Je l'avais dit tout à l'heure lors de mon introduction que système comptable financier veut dire comptabilité financière. On ne fait pas de la comptabilité pour avaler uniquement des chiffres, on le fait pour la finance. Donc d'où le terme IFRS. Alors, l'organisme normalisateur, il est né en 1973. 1973, c'était juste, donc après 1971, qu'est-ce qui s'est passé à l'échelle mondiale en 1971? Nixon, le président des États-Unis, a déconnecté le dollar de l'or. Jusqu'en 1973, les accords de Bretton Woods de 1944, juste en pleine guerre mondiale, les grandes puissances se sont réunies pour créer le FMI, notamment la Banque mondiale, la BIRD, la Banque internationale des règlements, etc. Et ils ont décidé que le dollar était la monnaie la plus forte du monde, parce que les États-Unis, ce sont les seuls pays qui n'ont pas eu la guerre chez eux, la deuxième guerre chez eux, et donc ils sont sortis de la guerre extrêmement puissants, et leur monnaie s'est imposée à l'échelle du monde. Donc les grands pays du monde ont créé ce qu'on appelle le système, le dollar exchange standard. Ça voulait dire que tous les détenteurs des dollars de le monde entier avaient la possibilité de s'adresser à la Federal Reserve américaine, qui est un organisme privé, donc de se faire rembourser leurs dollars en or. En 1971, donc juste avant la fin de la guerre du Vietnam, il y avait un emballement, il y avait une crise des matières premières, donc qui a influé énormément sur le prix de ces matières, et les taux de change des monnaies entre elles ont commencé à fluctuer énormément, parce qu'il faut le rappeler, la monnaie c'est un instrument d'échange, c'est également une marchandise comme une autre, donc elle a une valeur sur le marché. Et donc, de peur que les États-Unis, face à la méfiance qui commençait à s'installer à travers le monde, les États-Unis avaient peur que les détenteurs de dollars à travers le monde
ne viennent réclamer leur remboursement sous forme d'or, donc Nixon a décidé de supprimer donc, le lien du dollar avec l'or. C'était la fin de dollar exchange standard. Et c'est à partir de ce moment-là que les monnaies ont commencé à fluctuer. Bon, et se poser la question de comment comptabiliser toute cette fluctuation de taux de change. Alors les 9 pays, je suis de mémoire comme ça, le Mexique, l'Italie, l'Espagne, la France, l'Australie, l'Allemagne et les États-Unis se sont réunis, les organismes de comptables, d'experts comptables. Ce ne sont pas les États qui ont décidé donc de créer l'IASC, International Accounting Standard Committee. Et ils ont commencé à produire des normes pour essayer un petit peu de standardiser l'approche pour avoir le même discours en matière comptable à l'échelle du monde. D'accord? Et ils ont produit des normes. La première norme, d'ailleurs, c'était la norme IAS2, qui est portée sur les stocks. Et ils ont produit des normes comme ça, c'est un travail en interne, mais qui n'avait pas de résonance internationale. Ce sont des experts qui travaillent pour eux. Pourquoi? Parce que les politiques à l'époque n'étaient pas sensibilisés à la question de standardiser la mondialisation de la comptabilité. D'accord? Ce n'est qu'à partir de 1995 que la Suisse a introduit dans sa réglementation la norme IS, notamment 39, concernant les instruments financiers, évaluation, comptabilisation, hein, que donc la renommée de l'IASC a commencé à s'établir. Hein. Avant 1995, ce sont des experts qui travaillent entre eux. Très intéressant le travail, mais ça n'aboutissait pas, ça n'avait pas de débouché pratique parce qu'il fallait l'intervention des États, qui les transposaient dans leur réglementation. Parce que n'oublions pas que la comptabilité procède d'une réglementation. Hein. À partir donc de 1995, des pays ont vu l'intérêt donc d'adapter ces normes. Hein. Et il y a un mouvement, un engouement qui commence à se faire autour de ces normes internationales. Et la plus grosse, j'allais dire, prise, ça a été donc l'Europe, les 27 pays européens, qui ont déclaré en 2003, en 2001, que le référentiel international IAS, FRS, allait être adopté en 2005. Donc ça a boosté l'adoption de ces normes à l'échelle internationale. Et à ce jour, je crois, l'ensemble des pays du monde, sauf les États-Unis, ont adopté les IAS et FRS. Ceci dit, le FASB américain, qui produit les normes concurrentes, donc que sont les USGAP, sont membres de l'IFRS Foundation. D'accord? Dont le siège est à Londres. J'ai oublié de le dire tout à l'heure. Donc ils sont membres. Et l'USGAP, le FASB américain et l'IFRS Foundation, à partir de 2002, il y a une convention entre eux qui dit que toutes les normes à l'avenir à partir de 2002 qui seront faites, ou les interprétations, donc, vont se faire pour rapprocher de plus en plus les USGAP avec les IFRS Foundation, pour qu'à terme, la durée n'a pas été précisée, donc ce serait le référentiel international IFRS qui s'appliquerait dans le monde entier. Voilà un petit peu comment ça a évolué. Quels sont les pays membres de l'IFRS Foundation? Ah oui, alors, donc,
Au début, ça s'appelait l'IASC, International Accounting Committee, IAS Standard Committee. Bah, c'est devenu une fondation, parce que la fondation ne paye pas d'impôts, donc c'est IASCF. À partir de 2002, c'est devenu IFRS Fondation, pour mieux lier le titre de l'organisme normalisateur avec les normes qu'il produit. Voilà donc comment cela se passe à l'échelle internationale. Alors, pour adopter une norme, donc l'IFRS Fondation fait appel public à contribution. Le débat sur n'importe qui peut intervenir, les États, les experts comptables, n'importe qui, à condition qu'ils maîtrisent l'anglais. Et généralement, il y a, entre le moment où une idée de norme naît et sa publication, il se coule entre 2 et 3 ans. La norme sort sur le terrain pour affronter des problèmes. Donc à ce moment-là, celui qui rencontre ce problème, donc il saisit le comité des interprétations, l'IFRIC, pour lui signaler le fait. Donc le comité IFRIC se penche sur la question et pendant une année ou 2 ans, tout dépend de l'importance du sujet. Donc il y a une contribution également publique, internationale, et une interprétation sort. Alors, toutes les interprétations qui sont sorties entre 2013 et 2001, on les appelle les SIC, Standard Interpretation Committee. Toutes les interprétations qui sont sorties à partir de 2002 à tel N, les IFRIC, International Financial Reporting Standard. D'accord ? Voilà comment s'organise ce référentiel. Et donc ça lui permet de vivre. Il est en perpétuelle adaptation. La comptabilité est quelque chose qui évolue très vite parce que les problématiques naissent à partir des dirigeants sociaux des entités, le marché, etc. Tout cela fait que de temps en temps, il y a une nécessité d'adaptation, ce qui fait que actuellement, depuis toujours, il y a une instabilité en matière de normalisation comptable dans le monde. Parfois, une norme, à peine l'encre vient de sécher, qu'une nouvelle norme naît ou qu'une adaptation est nécessaire. Donc, ce qui fait que nous sommes toujours dans un terrain évolutif. Et c'est pour ça que donc, la formation continue doit être continue, doit être obligatoire, parce que les normes que nous avons apprises il y a 2 ans peuvent 2 ans après disparaître, sinon être entièrement modifiées. D'accord ? Il en est également des diplômes que nous avons. Les diplômes se démonétisent avec le temps, et les connaissances que j'ai apprises il y a 5 ans et 50 ans, ou là 40 ans, ou là, si je ne m'adapte pas tous les jours, mon diplôme n'a plus aucune valeur et donc mes connaissances également. Voilà. Alors, est-ce que l'Algérie a adopté le full IFRS ? Non. Le full IFRS, les pays arabes l'ont fait pour les sociétés cotées en bourse, la Tunisie par exemple depuis 2004 je crois, le Maroc également, une ordonnance qui vient qui dit que les FRS, les IAS et FRS sont applicables à partir de 1er janvier terminé. Donc tout ce qui est produit de l'extérieur
est automatiquement transposé dans le pays. Nous sommes, je crois, le dernier pays arabe qui n'ait pas adopté les IFRS de leur totalité. D'accord? Bon, il y a des pays qui ont adopté à travers le monde également le full IFRS. Et il y a des pays, à toutes les entités, comme l'Italie par exemple, ou l'Allemagne. Il y a des pays qui l'ont limité uniquement aux groupes et aux sociétés, aux entreprises cotées en bourse. D'accord. Voilà. Donc c'est une application différenciée selon les pays, mais la tendance est à l'application généralisée des IFRS. Nous, on est resté en 2003. Le référentiel de 2003 a totalement changé. Et nous sommes en total décalage par rapport à ce qui se fait dans le monde. Hein. Bon, parallèlement à cette normalisation comptable, il y a la normalisation en matière d'audit. En matière d'audit et de tenue des comptes et en matière de conseils donnés par les comptables aux entités. Cet aspect est pris en charge par l'IFAC. L'IFAC, c'est un organisme normalisateur dont le siège est à New York et qui normalise en matière de cabinet, d'audit et de comptabilité. Il est constitué des organismes professionnels qui représentent les comptables à travers le monde. Par exemple, les Tunisiens et les Marocains sont membres de l'IFAC. La Jordanie est membre de l'IFAC depuis 1991. Hein? D'accord? Le Maroc est la vice-présidente de l'IFAC, c'est une Marocaine depuis une année. Donc c'est dire le retard que nous enregistrons, nous, en tant qu'Algériens, par rapport à ce qui se passe dans le monde, tant dans le domaine de la comptabilité que dans le domaine de l'IFAC. Alors, appartenir à l'IFAC, c'est un gage de qualité, c'est une reconnaissance internationale de notre compétence, et c'est une reconnaissance également de la signature de nos professionnels. Il faudrait qu'on sache que la signature d'un comptable agréé, d'un commissaire aux comptes ou d'un expert comptable, un Algérien, n'est pas valable à l'étranger. Pourquoi? Parce que l'organisation TERO professionnelle n'est pas adhérente à l'IFAC. Pourquoi n'est pas adhérent à l'IFAC? Parce que notre profession, la formation continue n'est pas obligatoire. Notre formation initiale est insuffisante. Notre organisation est insuffisante. Notre indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics n'est pas assurée. Donc nous ne sommes pas indépendants. Et tout ceci fait que nous ne sommes pas adhérents à l'IFAC. Des experts de l'IFAC sont venus en 2004 et ils nous ont dit, à demi-mot, que vous n'êtes pas mûrs encore pour adhérer à l'IFAC. Et nous ne sommes encore pas mûrs pour adhérer à l'IFAC. Voilà ce que je voulais dire concernant ce sujet qui pourrait faire l'objet d'un séminaire de journée de 2 journées.